Bonjour tout le monde, je suis l'éditrice de Lucas Éditions et je suis ici aujourd'hui avec Delphine Gosset qui est l'auteur de Sur la route de Nosy Combat, un livre qu'on a édité en 2018 et qui parle d'éthologie, de comportement animal. Et donc on est ici avec Delphine qui va nous en parler un petit peu plus. Donc Delphine, est-ce que déjà tu peux te présenter, évoquer ton parcours, comment tu en es venue à écrire Sur la route de Nosy Combat? Bonjour à tous. Déjà, merci de m'avoir proposé de participer à Scientilivre pour la deuxième fois, même si ce n'est pas en direct, c'est quand même chouette. Alors moi, j'ai 47 ans, j'habite à Besançon et j'ai fait par le passé de la recherche en primatologie. J'ai travaillé avec plusieurs espèces de primates, avec des capucins, avec des macaques, mais principalement avec des lémuriens. Et il y a une espèce de lémurien sur laquelle j'ai fait ma thèse, qui s'appelle le lémur noir, que j'ai utilisé dans mon livre, qui est une espèce qu'on ne trouve pas beaucoup, où les mâles sont noirs et les femelles sont rousses. Et ça vit dans une toute petite région au nord de Madagascar. Je ne sais pas si on voit bien. C'est vraiment une zone de répartition assez restreinte, dont l'île de Nosy Combat que j'ai utilisée dans le titre du livre. Alors pour terminer rapidement avec mon parcours, donc moi le gros de mes recherches, pour être tout à fait honnête, je ne les ai pas fait sur le terrain. Je suis allée sur le terrain voir les animaux, mais la plupart de mes travaux, je les ai faits dans un centre dédié à la recherche en éthologie, donc sur le comportement animal, où on avait des animaux en liberté dans des grands parcs. Et après ça, je me suis orientée vers la vulgarisation scientifique. J'ai refait une formation et puis j'ai exercé différents métiers où il y avait toujours un peu de science, un peu d'écriture. J'ai travaillé dans le domaine médical, j'ai travaillé à l'université, je fais du journalisme scientifique dans le monde universitaire, etc. Alors la rencontre avec Lucas Éditions, ça s'est fait, je ne vais pas dire par hasard, mais Sandrine a lancé la maison, elle a publié une annonce où elle disait qu'elle cherchait des auteurs de jeunesse qui faisaient de la fiction et de la vulgarisation scientifique. Alors moi, j'avais déjà écrit un premier roman jeunesse qui n'était pas publié. Puis la vulgarisation, c'est mon truc, hein, en particulier au niveau écriture. Donc je me suis dit, c'est pour moi, et j'ai répondu à l'annonce. Et en proposant un projet en primatologie, vu que c'était mon domaine, et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble, et c'est comme ça que ce roman, il est né. Voilà. Merci. Du coup, est-ce que tu as fait des recherches en plus ou est-ce que tu t'es documenté pour écrire ce livre en particulier? Alors oui, quand même. Moi, j'ai une... j'ai une base, il y a pas mal de choses que je connaissais déjà parce que j'ai aussi, pendant ces années-là, enseigné à l'université. Donc, il y a tout un tas de choses que j'avais déjà envie de mettre dans le livre. Mais comme la recherche, c'est quelque chose qui évolue en permanence, c'est que je voulais être sûre d'être à jour. Donc, je me suis aussi beaucoup redocumentée sur des choses récentes pour être sûre de ne pas raconter de bêtises et d'être... puis pour alimenter un petit peu tout ça. Donc, tout au long de l'histoire, en fait, il y a vraiment pas mal de contenus qui sont des choses vraies au niveau scientifique, mais qui sont intégrés dans le fil de l'histoire de manière à ce que ça passe tout seul et que ce ne soit pas... Et ce qu'on remarque en fait quand on lit le livre, c'est que chaque personnage a un rapport particulier avec la nature. On peut penser à la tante Bertie qui a un rapport un peu hygiéniste, sanitaire, c'est-à-dire qu'elle est plus dans le contrôle, il ne faut pas que ça développe des maladies. On a l'héroïne qui est Elisabeth qui a un rapport plutôt d'émerveillement, de passion. Elle se sert en plus de la nature comme d'un outil
pour comprendre le monde dans lequel elle vit, pour comprendre aussi ses camarades d'école qu'elle ne comprend pas forcément. Du coup, elle utilise le comportement animal pour les décrypter. Et on a aussi Odile Panier qui, elle, pour le coup, a un rapport plutôt mercantile, plutôt comment tirer profit de la nature. Est-ce que ce sont des profils que tu as rencontrés en fait, dans ton expérience professionnelle? Est-ce que tu avais envie d'illustrer comment l'homme interagit avec la nature dans toutes ses façons possibles? Alors, il y a forcément des choses qui sont toujours un petit peu inspirées de choses réelles ou de personnages réels. Pour la tante Bertie, je ne vais pas me mentir, je me suis inspirée de mes propres tendances anxieuses pour créer un personnage qui fasse un peu rire. Au niveau du rapport à la nature, oui, forcément, le personnage d'Elisabeth, je pense qu'il y a pas mal de gens qui peuvent se reconnaître dedans, même si ils font pas de recherche avec tout, comme tu dis, tous l'émerveillement qu'on peut avoir à découvrir toutes les richesses de ce monde-là. Le thème du festival Scientilivre, c'est nature insolite. En fait, partout dans la nature et dans le monde des primates, on trouve des choses complètement insolites. Il y a tout un tas de choses qui sont présentées là-dedans. Le microcèpe, par exemple, qui est un primate qui est tout petit, qui est de la taille d'une souris, qui a des mœurs un peu particulières, qui fait des réserves de gras pour l'hiver dans sa queue, qui laisse ses petits accrochés aux branches pour aller chasser. Enfin, il y a tout un tas de choses qui sont amusantes, des anecdotes qui sont intéressantes et que j'ai essayé de distiller ici et là. Des choses toutes bêtes comme le nez du nasique que nous on trouve très moche mais qui plaît beaucoup aux femelles nasiques, des choses comme ça qui sont toujours intéressantes. Alors sinon, oui, j'ai mis une méchante qui est extrêmement arriviste, et puis un personnage de chercheur de terrain qui est le papa de l'héroïne, le papa d'Elisabeth, dont on va découvrir par différents flashbacks l'histoire au fil du roman. Donc c'est un chercheur qui a mystérieusement disparu pendant une mission de terrain. Donc, on a un peu les deux profils, des passionnés et puis des profils aussi un petit peu plus carriéristes qu'on peut trouver aussi en réalité dans ce monde-là. Faut être honnête, c'est comme partout. Les chercheurs ne sont pas forcément tous des saints. Bon, même si le personnage de Odile Panier est assez caricatural. Et puis, on a aussi un jeune étudiant, un peu un grand dadais, qui est passionné aussi. Enfin, on a des personnages. Et puis, on a un animalier, puisqu'il ne faut pas les oublier. Il y a aussi le rapport des soigneurs aux animaux. Enfin, c'est vrai qu'il y a différentes facettes du rapport à l'animal qu'on peut voir à l'intérieur du livre, y compris le rapport à l'animal domestique, d'ailleurs. Ouais. Tout ce qui est anthropomorphisme, hein. On a toujours tendance avec nos animaux domestiques à leur prêter des comportements humains ou des sentiments humains et on est souvent très à côté de la plaque. Et c'est ce que j'avais envie de montrer dans le livre par rapport à des erreurs qu'on peut faire sur leur bien-être ou des choses comme ça. Et d'ailleurs, en dehors du fait de montrer les sentiments humains qu'on peut prêter aux animaux, il y a aussi dans le livre un lien sur notre propre comportement animal en tant qu'être humain. Ça, c'est aussi quelque chose qui est très intéressant, je trouve. En fait, tu remets de l'animal chez nous, alors qu'on a tendance à oublier qu'on est des mammifères, qu'on fait partie de cet grand ordre de la vie. Est-ce que pour toi, c'est important d'en avoir conscience ou d'en reprendre conscience? Est-ce que tu voulais montrer qu'on reste des animaux? Oui, alors là, tout à fait. D'ailleurs, je pense que c'est peut-être aussi le niveau de lecture qui aura amusé les adultes, parce que j'ai eu aussi tout un lectorat adulte sur ce roman qui est un roman jeunesse.
c'est de rappeler un petit peu l'animal qui est en nous et tout ce qu'il peut y avoir d'instinctif ou dans notre comportement, ou tout ce qu'on peut partager avec nos cousins les plus proches, les grands singes, que ce soit au niveau de nos expressions faciales, qu'on décode tous, quel que soit l'endroit de la planète, etc. Un sourire, tout le monde comprend. Que ce soit au niveau de la distance qu'on met entre les individus, qu'on soit, enfin tout ce qui est comportement non verbal oui, plus généralement, faut se remettre un petit peu à notre place dans le monde animal. On est aussi des animaux, même si on n'a pas le même, le même rapport au monde et qu'on a un petit peu. Enfin, Ouais, on on a a un peu modifié notre oublié notre... planète, on ne fait pas quand même partie du monde animal. Oui. Et une autre, un autre aspect qui est aussi un autre rapport avec la nature au final, c'est dans l'histoire, le père d'Elisabeth, du coup, découvre un petit microcèbe en faisant son travail de recherche. Et ce qu'on peut se dire en fait avant de s'intéresser à la nature, c'est qu'à l'heure où on commence à s'intéresser à des voyages pour aller vers Mars, à explorer le système solaire, etc., on pourrait se dire que l'humain a déjà tout exploré sur Terre, qu'il connaît tout de la nature, de toutes les espèces qui habitent la nature. Et or là, il découvre un microcèbe à Madagascar. Est-ce que est-ce qu'aujourd'hui c'est encore fréquent de découvrir de nouvelles espèces? Est-ce qu'on connaît la nature aussi bien qu'on le pense? En fait, il y a encore pas mal de choses à découvrir. Alors, la découverte du microcèbe en question dans le livre, c'est le seul élément fictif au niveau scientifique qui est Oui, de. d'ailleurs, tu le précises. Voilà. Mais en revanche, il y a eu assez récemment, hein, il y a moins de 10 ans, encore des nouvelles espèces de microcèpes qui ont été découvertes. Alors, des fois, ça se joue sur des petites choses, c'est-à-dire qu'on se rend compte que des espèces qu'on pensait être les mêmes, en fait, génétiquement, étaient différentes et qu'on avait une sous-espèce ou des choses comme ça. Et ensuite, au niveau de la découverte plus généralement du monde animal, je crois savoir qu'en particulier dans les fonds marins, il y a encore une quantité d'espèces, au niveau de la faune et de la flore, il y a tout un tas de choses qui sont encore à découvrir et une grande, grande richesse. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est des milieux qu'il faut aussi préserver parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses et je crois qu'on en ignore encore beaucoup. Voilà, donc oui, pareil, tout n'est pas encore exploré, tout n'est pas encore découvert et il y a encore du chemin à faire. ouais, et plus on va aller vers des échelles plus petites, il me semble que moins on connaît, hein. Par exemple, à l'échelle des bactéries, des virus, etc. Là, Oui, c'est un grand inconnu. oui, oui. Puis, peut-être au niveau des insectes, je crois, mais je suis Oui, aussi. pas spécialiste du domaine, donc je ne veux pas dire de bêtises. Donc, bon, c'est un roman qui se passe aussi à Madagascar. Donc, c'est pas seulement un roman d'éthologie, c'est un peu un roman de voyage. Est-ce que tu t'es inspiré du coup de tout ton voyage à Madagascar pour reparler de ce que tu as vu là-bas, ne serait-ce en termes de nature ou en termes de société? Oui, oui, tout à fait. Alors, pour tout ce qui est voyage à Madagascar, j'ai pas inventé grand-chose. Effectivement, je me suis replongée dans mes souvenirs. Alors, en revanche, pour être à nouveau à jour, j'ai dû également me redocumenter, etc. Parce que depuis que j'y suis allée, il y a certainement des choses qui ont changé. Mais j'ai vraiment cherché à restituer l'ambiance et le ressenti que j'avais eu pendant ce voyage, quand on l'a monté vers le nord en taxi brousse, des choses comme ça. Et j'étais très contente quand j'ai eu des retours de gens, notamment une libraire récemment, mais aussi d'autres personnes qui avaient fait plusieurs voyages là-bas et euh, euh, qui ont retrouvé les ambiances et qui ont jugé que c'était tout à fait ça. Alors j'étais contente d'avoir ce retour-là. Alors évidemment, j'y ai pas vécu des années, j'ai pas tout exploré, etc. Mais je me suis vraiment basée sur du vécu par rapport à tout ça. C'est un voyage qui m'a marqué. Donc, Et du coup, tu as voyagé jusqu'à Nosy Combat, jusqu'à cette île. oui, 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 je suis Donc, allée les voir.
là-bas. Parce que les lémuriens à Madagascar en général, ils sont menacés par la déforestation. Mais il se trouve que sur l'île de Nosy Comba, ils ont un caractère sacré. Donc, ils sont nourris par les populations. Et donc, c'est une petite zone un petit peu protégée. C'est pour ça que mon héroïne, parce que c'est quand même l'histoire du livre, hein, c'est une jeune fille qui est passionnée par les primates et qui, un jour, décide de sauver un lémurien qui est en danger dans un zoo pour aller le réintroduire à Madagascar. Et elle choisit justement l'île de Nosy Comba parce que les animaux sont préservés là-bas et elle espère que le lémurien, donc qui s'appelle Pierre, va pouvoir refaire sa vie là-bas. Et ça soulève aussi un certain nombre de problématiques dont on ne se doute pas toujours au niveau des animaux. C'est pas parce qu'on va relâcher un animal captif dans la nature qu'il va s'en sortir, qu'il va s'insérer sans problème dans un groupe et que les choses vont bien se passer. Ça, c'est une idée reçue qu'on peut avoir. C'est pas si simple. D'ailleurs, moi, quand je travaillais dans ce domaine-là, au niveau des gestions de population animale, on n'introduit pas un individu dans un groupe comme ça. Il n'est pas forcément accepté par les autres. Ce n'est pas des choses qui se font simplement, et c'est quelque chose que je voulais montrer aussi. Et toujours à propos de ce lémurien, je voulais quand même signaler que le héros de ce livre, qui s'appelle qui fait du sunning, là, qui se fait bronzer sur la couverture, il est inspiré il a existé, il a vécu sa vie là où j'ai fait mes recherches. Donc, c'est inspiré d'un personnage animal, mais réel, qui portait ça. Et donc, à qui tu as donné les mêmes traits, les mêmes caractéristiques. Ah oui, tout à fait. Qui était un peu solitaire par rapport à la meute, etc. Oui, qui se faisait régulièrement exclure à la saison de la reproduction par ses congénères, mais que ça n'a pas empêché d'être le papa de nombreux petits dans le groupe. Pour finir, il y a aussi un aspect qui m'intéresse beaucoup dans ce livre, c'est donc une fois arrivée à Madagascar, Elisabeth rencontre Andri, qui est du coup l'expert en lémurien de la région, et donc on voit tout son savoir au niveau des animaux. Et en contrepartie, c'est un pêcher, je crois qu'il a comme arbre chez lui, et il n'arrive pas à en tirer des fruits. Et tu montres aussi que les savoir-faire dans l'écologie, dans la nature, dans l'agriculture même, peuvent se perdre parce que c'est souvent des savoirs qui sont oralisés. Et je trouve ça très intéressant, hein, parce qu'on a aussi le même phénomène dans nos cultures agricoles où certains savoirs ancestraux se perdent. Et je ne sais pas si tu voulais ajouter, est-ce que c'était ta volonté de montrer qu'il faut faire attention au savoir, que la vulgarisation était là aussi pour aider à pérenniser le savoir, tout simplement. Oui, tout à fait. Alors moi, c'est quelque chose qui m'a frappée quand je suis allée à Madagascar, c'est parce qu'en fait, sur cette île-là, il y a un potentiel agricole qui est énorme. Moi, je ne savais pas, hein. Après, bon, j'étais jeune en allant là-bas, mais en fait, on peut y pousser, tout peut y pousser. On peut cultiver des tas de choses, etc. Donc, du coup, on a du mal à comprendre qu'il y ait certaines régions qui soient aussi pauvres et tout. Et en fait, il y a tout un tas de savoirs et de savoir-faire qui qui se sont perdus. Et effectivement, c'est là qu'on prend toute l'importance de la transmission des savoirs à tout point de vue en fait. Oui. Ça a été un petit peu une surprise quand j'étais là-bas. Est-ce que tu aurais des points que tu voudrais évoquer en plus sur ce livre, sur l'écriture, sur des éléments que tu as aimé particulièrement écrire? En fait, je me suis bien amusée quand même. Ça se ressent, hein, dans l'écriture, il y a une espèce de légèreté et d'humeur joyeuse qui fait plaisir, du coup. Il y a une chose un petit peu...
En fait, comme on était parti donc sur ce projet de vulgarisation, moi, il y avait plein de choses que j'avais envie de dire, il y avait plein de choses que j'avais envie de transmettre au lecteur. Et c'était pas toujours facile de caser ces choses-là dans le fil de l'histoire pour pas utiliser toujours les mêmes ficelles, pour que ça soit léger, pour que ça se passe bien, etc. Et j'ai un peu ce défaut-là ou ce biais-là, c'est-à-dire que, pareil, quand je faisais du journalisme, quand il y a des choses qui me semblent intéressantes, j'ai toujours envie de les mettre, quitte à me prendre la tête pour arriver à les caser. Donc, après coup, je me suis dit que j'avais peut-être mis beaucoup de choses dans le livre, mais ça, c'était un exercice assez intéressant et assez, pas toujours évident, mais finalement, c'était chouette. Voilà. Bon, merci en tout cas pour ton intervention. Ben, merci beaucoup à toi. Et merci à Surtilivre surtout. qui a réussi à faire cette version numérique de ton salon. Un chouette festival en tout cas. On espère que le prochain sera en direct. En direct.